Et donc là, on accueille Shadi Chekali, qui est conseiller chez Sobi et qui va nous parler des statuts dans une coopérative d'habitants. Et donc, le temps imparti est de 20 minutes. Je vous cède la parole. Merci. Donc, l'objet en fait de mon intervention, c'est les statuts dans une coopérative d'habitants. Moi-même personnellement, j'ai accompagné un projet dans son développement qui est le village de passage et on les a assistés dans l'écriture des statuts. Moi, pour le coup, je ne suis pas juriste, je suis financier de formation. Pour autant, ce que je vais vous apporter, ce sont des contenus peut-être un peu concrets relatifs au terrain et de statuts, différents statuts qu'on a pu rencontrer. Je vais passer très rapidement en fait sur certains slides puisque vous avez compris en fait que la coopérative est une entreprise qui dépend en fait du Code des sociétés et des associations, donc le fameux CSA, et ses règles de fonctionnement en fait donc doivent être conformes au CSA. Ces règles, les dispositions juridiques qui définissent la structure, son fonctionnement, les droits et des différentes instances au sein de cette coopérative vont être définis, eux, dans les statuts. Et par conséquent, donc, ce sont les statuts qui doivent être conformes au CSA. Alors le CSA peut laisser une certaine latitude. On dit qu'il y a des dispositions impératives, sont des règles en fait auxquelles il ne peut être dérogé dans les statuts. Et même si vous mettez une disposition contraire, ce sera cette disposition impérative qui s'appliquera. Et puis vous avez ce qu'on appelle des dispositions supplétives à laquelle il peut être dérogé dans les statuts. Est-ce que ça va pour l'instant au niveau du son? Parce que j'ai une difficulté à faire porter ma voix aujourd'hui. Donc le contenu, les statuts en fait vont mentionner justement ces règles de fonctionnement. Elles vont avoir différentes informations quant à la forme légale, l'identification de la coopérative. On va décrire aussi l'objet social, c'est-à-dire quelles sont les activités qui vont être menée par la coopérative ainsi que ses buts et ses finalités qu'elle poursuit. Il va y avoir des dispositions qui vont être relatives à la manière dont elle va distribuer son bénéfice, à la manière dont elle va nommer ses membres dans l'instance, dans certaines instances, comme le conseil d'administration. Ah oui, merci, ok. Définir quelles sont les règles en fait liées aux apports des fondateurs et donc des actionnaires, quelles vont être les conditions d'admission de ces actionnaires, etc., etc. Alors, en pratique, les statuts en fait ne permettent pas de comprendre la totalité du fonctionnement d'une coopérative et donc on va aussi avoir d'autres textes qui vont nous permettre de mieux comprendre et tout particulièrement le règlement de le CSA introduit la possibilité de créer un règlement d'ordre intérieur dans lequel on pourra préciser certaines questions, afin d'éviter d'alourdir en fait les statuts. Par exemple, les modes de fonctionnement du conseil d'administration, avec ses règles de délibération, etc. Les statuts peuvent aussi renvoyer à une charte qui, elle, va décrire en fait les valeurs auxquelles la coopérative se prévaut. Et il y a aussi d'autres textes qui, notamment pour les usagers, les usagères, qui vont lier en fait la forme légale de la coopérative à l'habitant ou l'habitante, qui est celle soit d'une convention d'occupation, soit un texte qui permet un droit d'habitation ou un bail, etc. Et donc là, on est dans un autre type de relation que celui qui est lié en fait au Code des sociétés et des associations. Et pour rappel, les statuts en fait sont un acte, en tout cas un texte, un acte authentique, et donc il doit être
modifié devant le notaire, au contraire des autres du règlement intérieur, par exemple. Alors bien entendu, les statuts sont effectivement le document fondamental de la coopérative, et dans lesquels vont être inscrits explicitement la finalité et le but de la coopérative. Alors, comme le disait Caroline, on se rejoint, les usagers et les usagères vont se réunir pour répondre à un besoin commun. Alors ce besoin, il va être répondu dans la création d'un projet qui va, en quelque sorte, dépasser la recherche de satisfaction d'intérêt des fondateurs. Et donc on va y inscrire en fait une finalité afin de rendre dans l'idée en fait que le projet est pérenne même après le départ des fondateurs. Dans pratique, on voit différents types de... on peut trouver par exemple la notion d'accessibilité en termes de finalité. Accessibilité, c'est-à-dire avoir des logements qui sont abordables dans un modèle qui peut être, c'est cité aussi, anti-spéculatif. On veut parfois mutualiser des espaces et des ressources au sein des logements, par exemple, dans l'esprit des communs, ce sont des notions aussi qu'on peut retrouver dans les finalités. Certains revendiquent une démarche de mixité intergénérationnelle, ça c'est l'exemple de village que vous verrez tout à l'heure. Il peut y avoir aussi un fonctionnement qui est clairement revendiqué, clairement indiqué dans les statuts de principe participatif, qui va consister à donner du temps au projet. Et alors cette finalité et ces buts, en fait, ils vont être concrétisés grâce à des activités qui seront définies dans l'objet social. Donc voilà, un petit peu brièvement, je vous ai fait un petit peu le topo avant de rentrer un peu plus dans le détail dans ce qui concerne la coopérative d'habitation. Et donc pour réaliser les buts de la coopérative, les sociétaires vont commencer à faire des apports au capital, comme il a été précisé tout à l'heure dans l'intervention précédente. Et donc on a la possibilité de restreindre l'admission en fait des coopérateurs et des coopératrices. Par exemple, en disant ce ne seront que les usagers et les usagères qui seront qui seront actionnaires de cette coopérative. Mais elle peut aussi l'élargir, comme on l'a vu tout à l'heure, à d'autres classes, qu'on va appeler des classes d'actionnaires, qui vont être numérotées A, B, C, etc. Et donc on va dire qu'elles seront garants, il peut y avoir la qualité d'habitants, de soutien citoyen ou de futurs habitants, voire des soutiens d'investisseurs. Alors bien entendu, les conditions d'admission se font dans le respect des règles fondamentales de non-discrimination. Alors s'agissant de la classe d'habitants, par exemple, c'est une classe qu'on rencontre dans quelques statuts de coopérative. Est-ce qu'on peut dire que c'est les statuts qui donnent un droit à l'habitation ? En tout cas, la classe, elle reconnaît la qualité d'habitant, si bien que ça ressemble à une désignation un peu a posteriori. Et donc, ce qui fait que là, les statuts, ce qu'on retrouve, c'est qu'ils vont mentionner le processus. Ils vont renvoyer à un texte qui va décrire le processus d'admission en fait de l'habitant. Donc, on a la mention de la qualité et puis le renvoi vers un processus d'admission de l'habitant dans un autre texte qui peut être par exemple le ROI. Ces classes, elles sont utiles aussi dans l'idée de pérenniser le projet. Quand on dit qu'on a par exemple une classe de garants, eh bien, les garants, ils vont s'assurer en fait de la pérennisation de la finalité du projet. Ça peut être de plusieurs manières. Très classiquement, on peut avoir le double vote, c'est-à-dire que pour des sujets comme par exemple la modification des statuts, eh bien, il est mentionné dans les statuts que la modification peut être effectuée par la majorité, si on atteint la majorité des votes de l'Assemblée, et la majorité des garants. On peut aussi imaginer la constitution d'un collège de garants qu'on pourrait voir intervenir de différentes manières, soit en publiant un rapport social de façon récurrente, annuelle par exemple, ou alors qui pourrait être aussi consulté à chaque fois par le CA
lorsqu'il doit définir sa nouvelle stratégie. Et puis on a aussi des soutiens externes qui peuvent aussi être un rôle de garant, mais cette fois-ci en termes de création et de viabilité du projet. Pourquoi ? Parce qu'ils sont... Pourquoi est-ce qu'ils viennent, hein ? Bon, il peut y avoir aussi des proches, familiaux, mais dans le cas d'une coopérative, eh bien qu'on est dans un projet en fait, qui dépasse les intérêts de ses propres fondateurs, on peut imaginer que les soutiens envisagent le projet comme une espèce de projet pilote, par exemple, en vue d'être essaimé, d'être répliqué, etc. Et donc c'est moins pour un collectif que pour un projet en soi, en fait, le projet en soi qu'on va investir. Évidemment, on peut aussi, dans les statuts, mentionner qu'on peut passer facilement d'une classe à une autre si, en fait, la qualité, par exemple, je ne suis plus habitant, mais je veux rester soutien, les statuts peuvent très bien le prévoir. Alors, voici ce qu'on peut dire un peu pour l'entrée des actionnaires au sein de la coopérative. Mais, alors, lorsqu'ils sortent... Et comme le mentionnait Caroline, c'est souvent un sujet épineux, c'est même l'une des vraies pierres d'achoppement de la coopérative d'habitants en Belgique. Donc, pour rappel, hein, on a une liberté d'entrée et de sortir au sein de la coopérative. Si un sociétaire n'a plus la qualité requise, il est réputé démissionnaire de plein droit. Alors, qui dit démission dit en fait remboursement. Remboursement en fait du montant en fait qu'il a apporté. Pardon. Donc il y a un remboursement, comme il a été évoqué précédemment, à la charge du patrimoine de la coopérative. Et donc voilà, j'ai mis tant de milliers d'euros, je suis restitué d'un montant qui va être défini dans les statuts. La valeur de sortie, ça peut être par défaut la valeur nominale, c'est-à-dire si j'ai mis 20 000, eh bien, je retrouverai 20 000. Ça, c'est effectivement une mesure supplétive, une règle supplétive, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, sauf disposition contraire dans les statuts, donc je retrouve mes 20 000. Mais il peut aussi y avoir la possibilité de définir le montant à ce qu'on appelle la valeur de l'actif net. L'actif net, très grossièrement, hein, c'est la valeur de l'actif, vous enlevez les dettes, les provisions, et puis quelques lignes encore, et puis vous avez une sorte de valeur de vos fonds propres, en fait, les fonds propres de l'entreprise. C'est ça que ça veut dire, l'actif net. Et donc, si vous avez une baisse de la valeur des fonds propres, vous allez avoir une moins-value, si la personne sort, et puis s'il y a une hausse, eh bien, il y a une plus-value. Mais alors, est-ce que c'est cohérent avec la finalité sociale, au regard, par exemple, des valeurs d'anti-spéculation ou d'accessibilité qu'on veut mettre ? Et puis, il y a aussi la possibilité de mettre une valeur nominale qui serait indexée à l'indice santé, et ça, sur la base d'un retour qui nous a été effectué par le SPF, c'est conforme, en fait, à l'agrément société coopérative. Il y a, pardon. Il y a les risques sont bien sûr pour la coopérative, parce que quand on apporte un gros montant d'argent, effectivement, c'est une sortie qui peut être conséquente pour la trésorerie de la coopérative. Et deuxièmement, la sortie, au moment de la sortie, elle n'est possible que si il y a un respect des doubles tests qui vous ont été évoqués tout à l'heure. Test de liquidité, c'est-à-dire est-ce que la coopérative peut faire face en fait à ces exigences de paiement sur les 12 prochains mois. Solvabilité, est-ce que en fait mes fonds propres ne risquent pas d'être négatifs? Et donc ça pose la question en fait de savoir la personne qui veut sortir et qui a besoin de sortir, notamment pour l'usagère et l'usager, de sortir pour aller habiter ailleurs. Eh bien, si elle ne peut pas récupérer ses fonds, mais qu'elle veut habiter ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Et ça peut être une question justement qu'on peut poser à la séance des questions-réponses. L'autre moyen en fait de sortir, c'est celui de céder ses titres. Et donc on a la possibilité de céder à d'autres actionnaires ou à des tiers, sauf disposition statutaire contraire, donc c'est aussi une mesure supplétive. Et toutefois, naturellement, si ces derniers satisfont aux exigences des statuts, c'est-à-dire à savoir, est-ce qu'ils respectent les conditions d'admission que les statuts ont mentionnées. Là, pour le coup,
il n'y a pas de règle par défaut, comme pour la valeur de remboursement, qui est par exemple la valeur nominale. Ici, on peut très bien, si ce n'est pas mentionné, ça peut très bien être du ressort de la négociation. Et donc, il peut être envisagé dans les statuts d'insérer, par exemple, une formule ou de dire à quel montant est-ce que les parts pourraient être cédées à un futur habitant. Et imaginez, il y a des modèles, par exemple, liés au CLT, qui peuvent être imités en vue d'une visée antispéculative où on capte la plus-value. Alors, ça pose effectivement des questions. Alors, une des pierres d'achoppement, en fait, que je disais, c'est de la coopérative d'habitants à l'heure actuelle en Belgique. C'est de pouvoir trouver un modèle qui soit à la fois respectueux de la finalité coopérative et donc les valeurs, par exemple, d'antispéculation, d'accessibilité que j'ai mentionnées, tout en préservant en fait la viabilité et en ne lésant pas en fait le sociétaire qui lui va pouvoir aussi se retourner sur le marché immobilier avec un montant et pas retrouver un montant, pas ressortir avec un montant qui l'a appauvri. Et effectivement, ça c'était un sujet qu'évoquait Caroline. Il ne s'enrichit pas, mais il a un risque d'appauvrissement. Donc, moi, c'est une réflexion personnelle que j'ai, et sur la base de ce que j'ai observé sur le terrain, je constate, si les apports, par exemple, sont importants, le remboursement peut mettre à mal la trésorerie, et donc on peut se dire, mais alors regardons peut-être sur la cession des parts, comment est-ce qu'on pourrait effectivement trouver un équilibre, en tout cas un montant qui permettrait de trouver un équilibre entre le maintien de l'accessibilité et le fait de ne pas désenrichir ou d'appauvrir le sociétaire partant. 2 minutes, ok. Et l'autre point, c'est si, admettons, on est dans une coopérative, et ça je l'ai vu par exemple, parce que c'était un point sur lequel les coopérateurs butaient. Effectivement, si les montants sont importants, l'accessibilité va aussi être difficile pour les suivants. Et donc, c'est l'idée peut-être de plafonner les apports. Et donc, les statuts vont mentionner l'idée de plafonner les apports à un certain montant. Là, en l'occurrence, sur cet exemple que vous entendrez tout à l'heure, c'était 20 000. Et alors, le remboursement ne va pas impacter la viabilité de la coopérative, mais on pourra envisager, en fait, l'interdiction de céder car la sortie en fait ne sera pas très impactante. D'autres manières de sortir, effectivement, on a évoqué l'exclusion, et donc là aussi il y a une question qui se pose. On peut être exclu sur la base en fait des critères objectifs qui sont mentionnés dans les statuts. Pour autant, l'usager ou l'usagère, elle a une relation avec la coopérative qui est du ressort d'un droit d'habitation ou d'un bail, etc. Et donc, il y a une double qualité. Mais quelles sont les conséquences en fait, de cette double qualité si il y a un litige et que la personne elle-même s'estime dans son droit de rester dans son logement? Donc ça peut être aussi une question que je pose pour tout à l'heure. Et effectivement, il y a aussi la sortie. Quand on décède, la question, en fait, quand on décède de la valeur, aussi, c'est une troisième question que je pose. Quelle va être la valeur de sortie, en fait, à laquelle l'héritier ou l'héritière va reprendre sa part? Voilà l'entrée, la sortie. Il y a des instances aussi, des instances qui sont... les statuts vont mentionner, en fait, les instances légales qui vont gouverner la coopérative. Le CA lui-même est garant de la mission de la coopérative. On peut mettre la possibilité de nommer, de révoquer, de restreindre par exemple le CA aux usagers. On peut l'élargir à d'autres coopérateurs, d'autres coopératrices. On peut exiger qu'il y ait nécessairement des garants ou des habitants au moins dans ce CA.
pour l'Assemblée générale, non plus, c'est quelque chose d'assez classique par rapport à des coopératives qu'on retrouve dans d'autres types de secteurs. On peut aussi lui adjoindre des compétences supplémentaires, par exemple dire qu'elle va acquérir des actifs immobiliers, qu'il faut l'accord de l'Assemblée générale pour emprunter à hauteur de tel montant. Voilà, j'ai terminé. C'est juste pour dire peut-être au final que les statuts, c'est une manière en fait de mettre sur papier la manière dont on veut s'organiser, fonctionner, dans une vision prospective, mais à un moment T. Et donc, la pratique de terrain nous amène souvent les collectifs à se rendre compte qu'il y a des choses à ajuster. Et donc, ce n'est pas figé dans le marbre, et les statuts, c'est quelque chose qui peut très bien évoluer. Voilà.